Francis Bacon grandit à Londres dans des conditions difficiles avec un père ancien militaire devenu fonctionnaire au ministère de la Guerre et passablement violent. Il reste assez solitaire et ne suit pas un vrai cursus scolaire du fait des déplacements fréquents entre Londres et Dublin où vit la famille Bacon. À 16 ans, quand son père découvre son homosexualité, il le fout dehors. Bacon survit donc à Londres, où il fait les pires boulots pour gagner de quoi se nourrir. Son oncle l'accueille chez lui et lui permet de s'installer ensuite à Paris. Il a enfin l'impression de vivre. Il découvre Picasso, Matisse, Cézanne, puis il rentre à Londres et fonde son atelier de décorateur et designer avec un ami peintre, Roy de Maistre. Ce dernier lui apprend les techniques de la peinture à l'huile et l'aide à se perfectionner en amateur. Leurs meubles en verre et en acier trouvent assez vite leur public et fort de ce petit succès, ils organisent tous les deux une exposition dans leur atelier, une expo de leurs tableaux à eux et de leurs amis. Peu d'amateurs d'art se déplacent et leur critique semble suffisamment blessante pour que Bacon cesse de peindre. Il ne fait plus grand chose pendant 3 ans. Et là, il participe à une expo de la Mayer Gallery de Londres, à peu près le seul lieu où on peut voir de l'avant-garde à ce moment-là. Le collectionneur Michael Sadler lui achète un tableau et passe commande. Première vente, première commande. Bacon tente de se rapprocher du mouvement surréaliste, mais ses membres ne veulent pas de lui dans leurs expos. Pourtant, il parvient à vendre une de ses toiles au MoMA. Il enseigne l'histoire de l'art en remplaçant un ami au Royal College of Art. Il participe à la Biennale de Venise avec Lucian Freud. Néanmoins, toute la première période de sa vie, il la rejette. Pour lui, le début de son œuvre, c'est 1944. Avant, ça n'existe pas. Et effectivement, tout à coup, il trouve son style et comment s'exprimer de façon puissamment originale. Là où les abstraits montrent l'émotion elle-même, Bacon cherche à montrer son impact sur les hommes. Elle transfigure et déforme les corps avec violence et un sens du tragique personnel. Une partie de sa force réside dans ce qu'il nous donne des repères et les brouille continuellement. C'est d'autant plus percutant qu'on croit reconnaître un être humain alors qu'il s'agit a priori d'une masse informe, torturée. Son style si subjectif lui vaut d'être encore assez connu et apprécié du public,
parce qu'il symbolise une sorte de porte d'entrée vers l'art du XXe siècle, un art qui a du mal à se faire accepter. Et pourtant, il exprime la même émotion que les abstraits. Lui, il utilise un vocabulaire accessible entre guillemets, parce qu'il garde une sorte de mimétisme, ça rassure sans doute. Son style se nourrit des codes classiques, il a toujours une composition cadrée, et il joue de ça pour rendre d'autant plus percutant le décalage qu'il va y intégrer. Ses portraits ont l'air déstructurés, ils sont on ne peut plus humains et incarnent la personnalité de leur sujet comme jamais. Bacon affectionne aussi beaucoup le triptyque, la perfection formelle qu'il incarne, ce rythme ternaire qu'on retrouve dans la littérature ou dans la musique, les sonates en 3 mouvements, les concertos, etc. Tout l'effort des peintres du XXe siècle est de voir et d'essayer comme ils peuvent attraper la sensation plus directement sur le système nerveux. On veut maintenant une sorte de magie. Il n'y a que ça. On veut faire des objets, quelque chose, une magie qui holds. Oui, Qui tient l'objet, mais la magie de l'objet aussi. Est-ce que vous pensez, d'après vous, votre expérience personnelle dans cette direction, vous parliez de la situation désespérée du peintre. Vous la croyez vraiment désespérée ou est-ce que vous approchez? Non, je ne sais pas. Vous savez, avec moi, je n'ai jamais réussi. À cause de ça, je continue. Autrement, je ne peindrai plus. Ainsi, on peut dire que l'efficacité du style Francis Bacon vient en partie du décalage, de l'accumulation de plusieurs états. On peut faire un parallèle assez évident avec la musique de son temps, Benjamin Britten ou Dimitri Shostakovich. Les deux jouent de l'ambiguïté entre mode majeur et mineur, tonal à tonal, joyeux et triste en même temps. Pour faire simple, ils créent un malaise, un sentiment douloureux grâce à ce procédé de superposition. Ça produit une musique de l'accumulation, une musique désespérée et d'une noirceur insondable.
Autre chose de séduisant chez lui, c'est la couleur. Il utilise toujours des couleurs, des touches très fortes, très contrastées à l'extrême. Le jaune est très jaune, le vert est très vert. Voir ces tableaux en vrai permet de mieux se rendre compte de ça. La surface ressemble à du velours, quelque chose d'à la fois très gras et onctueux. La matière est élégante, raffinée, l'œuvre d'un gentleman. On peut s'abîmer dans la contemplation d'un coup de brosse, tant il est beau. Il y a une forte continuité dans l'œuvre de Bacon, même si plus on progresse, plus ces tableaux se vident, se simplifient. Il s'ingénie à présenter l'horreur et la violence de façon indéfinie toute sa vie, sans indice temporel ou géographique. Si on prend un exemple connu, son triptyque, 3 études de figures au pied d'une crucifixion, peint en 1944, les 3 personnages sont isolés, celui de gauche est tourné vers la droite, celui de droite vers la gauche. On a un effet de miroir, donc on nous présente une scène, des allégories, quelque chose d'important en tout cas. Les points de fuite donnent à penser qu'il s'agit de la même pièce, mais peut-être pas au même moment. Ces figures horrifiques ont des attributs et des expressions profondément humains. Cette douleur qu'on leur prête, ces cris que l'on pourrait entendre ont quelque chose de familier. En même temps, tout cela est peint de très belle manière, un style sophistiqué, une surface très douce, une couleur particulièrement riche et intelligemment employée, qui suggère le volume grâce à ces couleurs, et par opposition, une violente opposition, il va créer la perspective avec un simple trait noir. Il appelle cet ensemble étude, donc un travail visant à réaliser une véritable œuvre derrière. Pourtant, on est déjà là face à une œuvre complète. Bon, il va peindre une seconde version de ce triptyque qui sera l'œuvre finale, extraordinairement belle elle aussi. Toute son œuvre à partir de celle-ci va user de ces procédés-là, le contraste, le décalage, dans de superbes surfaces uniformes sur lesquelles il dispose des créatures distordues, aux couleurs beaucoup plus variées, faussement chaotiques. J'aime ces morceaux-là, et ça, là. Je n'aime pas tout ça, mais je croyais que peut-être, avec tout ça, je pouvais le refaire. Je voudrais faire ces hiboux comme des fates. What are they in French? Des quoi? Fates. Le sort. Non, mais comment on dit en Ischylus? Oui, c'est Échille, oui. Vous savez, je crois que peut-être je pouvais Elle faire... représenterait pour vous le sort. Oui, je pouvais les faire dans les sorts, parce que Oui. moi je vois les sorts. Souvent, ils me visitent. Oui. Et je les vois tout directement. Ce cadre vide permet de présenter des personnages, des créatures à la frontière du réel, leur donner une dimension mythologique. C'est pas innocent si les toutes premières toiles de Bacon sont inspirées des surréalistes. Il cherche à représenter l'inconscient, et il va plus loin dans des scènes de cauchemar qui lui permettent de laisser éclater sa science de la couleur. Chaque élément de la toile avance à son propre rythme, de façon implacable, exactement comme dans un cauchemar. Il affectionne l'humour noir, le sarcasme, il prend pas sa peinture au sérieux dans le sens où il ne prétend pas être l'artiste ultime, seul contre tous. Ça se ressent dans ce mélange de beauté et d'horreur, de grotesque et de sublime. La composition frontale de ses œuvres aussi, ça nous présente quelque chose en l'isolant du monde, en le contenant d'une certaine manière grâce à ces cadres hiératiques. Une peinture qui ne prétend pas être autre chose. Donc dire que sa démarche est honnête ne me semble pas du tout excessif. Francis Bacon, c'est un peintre qui a eu certainement l'influence la plus importante en dehors de la peinture au XXe siècle et même encore maintenant. Les plus grands musées possèdent ses toiles, d'accord, il a eu plusieurs rétrospectives de son vivant, mais on voit aussi dans le cinéma l'influence, dans Jacob's Ladder, l'échelle de Jacob par exemple, un délire horrifique où le personnage principal observe des éléments qui deviennent de plus en plus troublants et jusqu'à créer un malaise et susciter les peurs les plus primaires. On doit aussi citer des jeux vidéo comme Silent Hill, qui lui doivent beaucoup. Leur ambiance glauque, humide, qui mélange le sexy, le gore. Il y a des créatures dedans qui sont littéralement plagiées.